Guten Tag, der Frankreich-Block ist in Stuttgart auf dem Flughafen. Neben mir steht der Abgeordnete der französischen Nationalversammlung, Monsieur Pierre-Yves Le Borgen. Monsieur le député, nous parlons aujourd'hui de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP21, la COP21. 40 000 personnes ont participé à cette conférence qui a eu lieu du 30 novembre jusqu'au, comme c'était initialement prévu, jusqu'au 11 décembre. En fait, on l'a prolongé, cette conférence, d'une journée. C'était un bon signe? C'est un bon signe en effet, parce que ça voulait dire qu'à la fin de la conférence, il y avait la probabilité d'un succès, si on se donnait la chance de quelques heures pour toiletter le texte qui sortait des négociations et permettre son adoption formelle par les parties. À l'Assemblée nationale, vous êtes intervenu comme rapporteur sur l'organisation, les privilèges et immunités liés à la COP21, ainsi que pour avis sur le budget du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. À votre expérience professionnelle, vous connaissez bien le domaine des énergies renouvelables et vous avez écrit sur votre blog. Vous avez écrit donc « Succès de la COP21 ». Le succès de la COP21 dépendra en partie de la capacité d'associer à la négociation interétatique à Paris et pour l'avenir le monde industriel et de la finance. Et samedi 12 décembre, très tôt, très avant le petit déjeuner, vous avez écrit sur Facebook « Ce samedi 12 décembre peut être historique pour notre planète ». Je voudrais vous demander, est-ce que la COP21 et les résultats, les traités, est-ce qu'ils remplit vos attentes? Oui, ce traité, cet accord de Paris a rempli mes attentes au sens où, comme je l'écrivais au début de la COP21, l'association du monde industriel et de la finance fait partie par les engagements des 196 parties des décisions. L'association du monde de l'industrie par le fait qu'il y aura tous les 5 ans une révision des objectifs nationaux permettant de prendre en compte les ruptures technologiques, les progrès technologiques qui immanquablement viennent grâce à la recherche et au développement, et le monde de la finance, en regardant en particulier le Fonds vert pour le climat, dont l'objectif est 100 milliards de dollars par an à horizon de 2020. Ce sont deux des éléments clés de la réussite de l'accord de Paris. Mais d'abord, on a aussi parlé du réchauffement climatique, c'est-à-dire de la limitation de la réchauffement climatique. On a trouvé un accord sur cette question? Oui, la simulation qui est faite à partir des engagements des parties, contenus dans l'accord de Paris, laisse entrevoir la possibilité de limiter à 1,5 degré à la fin du XXIe siècle l'augmentation de la température terrestre par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire le XIXe siècle. C'est beaucoup moins que les 3 degrés possibles d'augmentation dont on parlait à l'ouverture de la conférence de Paris, et c'est bien moins, bien sûr, que les 5 à 6 degrés d'augmentation de la température terrestre que nous aurions à la fin du XXIe siècle si nous ne bougions aucun des paramètres de l'équation. Comment veut-on réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère? On dit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Moi, je vais juste vous parler de l'énergie. Il faudrait bien plus longtemps pour couvrir l'ensemble des secteurs, mais l'énergie, qui est un secteur que je connais davantage, contribuera moins aux émissions de gaz à effet de serre si on arrive à faire transitionner la production d'énergie progressivement vers des bouquets énergétiques reposant en majorité vers les énergies renouvelables. Je pense au solaire qui a été ma vie d'avant, à l'énergie éolienne, à la géothermie, à l'énergie des mers, plutôt qu'à des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon bien sûr, qui contribuent malheureusement bien de trop à la production d'énergie et rejettent de ce point de vue énormément de CO2 dans l'atmosphère. L'accord de Paris permet de stabiliser le réchauffement climatique causé par les activités humaines et on dit nettement au-dessous de 2 degrés par rapport à la température de l'ère pré-industrielle. Et on voudrait renforcer les efforts pour arriver à 1,5 degré. Mais est-ce que c'est faisable? C'est faisable, il faut le prendre comme un objectif et non pas comme quelque chose d'inscrit sur lequel rien ne pourrait bouger. Peut-être même qu'en fonction des ruptures technologiques, il est possible d'aller même à une réduction plus forte de l'augmentation de la température terrestre que 1,5 après tout. Moi, pour sincèrement vous dire, j'ai passé plusieurs années de ma vie jusqu'à mon élection à l'Assemblée nationale dans
dans l'industrie photovoltaïque. Et j'ai vu sur une partie de temps qui correspond à 7 ans, ce qui n'est pas très long, une augmentation considérable de l'efficacité des panneaux solaires sur de mêmes technologies. Les panneaux que fabriquait ma société produisaient rendement d'environ 6,5 à 7%. Au moment où j'ai commencé à travailler pour elle et au moment où je suis parti, ils étaient à presque 12. C'était la même technologie. Mais derrière ça, il y a des dizaines de millions d'euros, de dollars de recherche-développement qui permettent d'améliorer l'efficacité d'un panneau et qui donnent à croire, à mesure que par ailleurs le prix du panneau baisse, que nous avons une capacité de produire à grande échelle des instruments permettant de sortir de l'énergie propre. 1,5 degré, quel est le caractère juridique de ça? Est-ce que c'est un contraignant ou est-ce que c'est un but ou est-ce que c'est un dessein? Comment pourrait-on qualifier ces... Il faut le prendre comme un objectif et c'est un objectif qui lie la communauté internationale, qui ne lie pas un pays plutôt qu'un autre. Si on lit quelqu'un, il y a un peu de contrainte quand même? Il y a de la contrainte parce que nous sommes engagés par ce que nous avons proclamé, ce que nous avons signé, ce que je l'espère nous ratifierons vite. Quant à la manière ensuite individuellement, au plan national, pour ce qui est de l'Union européenne aussi au plan européen, de mettre en musique cette réduction. L'Union européenne, par le second paquet énergie-climat, qui permet notamment un passage des énergies renouvelables à horizon 2030 à 40% dans le bouquet énergétique, est quelque chose de considérable. Nous sommes en tête du peloton en tant que tel et nous avons une capacité à montrer considérablement le chemin qu'il faut suivre. L'accord de Paris est aussi important parce qu'il reconnaît le principe de la différenciation. Il n'est pas juste de demander aux pays en développement les mêmes efforts qu'on demande aux pays développés. Et par conséquent, il y a une part d'exigences supplémentaires reposant sur nos pays plutôt que sur des pays qui ont toujours besoin de gagner une économie saine et forte pour leur population. Cette différenciation était aussi la clé du succès. Et pour réussir à la faire jouer notamment les transferts de technologie, transferts financiers vers les pays en développement, il fallait les éléments du Fonds vert pour le climat qui fait partie de l'élément de l'accord. Donc on partage un peu les coûts entre les pays du Nord et les autres pays? Il y a une économie du partage à l'intérieur de l'accord, mais en reconnaissant que certains doivent en faire davantage que d'autres. Comment a-t-on su résoudre le conflit Nord-Sud qu'on ne peut pas nier? Les pays du Nord allant de l'avant et ils réduisent leurs émissions et fournissent une aide financière croissante aux pays du Sud. C'est croissante, c'est exprès dans le texte. Oui, et je pense que c'était la voie à suivre. Il est plus facile pour nos pays de changer ce qui est l'équilibre de leur bouquet énergétique plutôt que pour des pays dont l'industrie se développe aujourd'hui mais par une activité souvent polluante, de renoncer à se développer parce que derrière ça il y a des sociétés en grand dynamisme démographique qui ont tout simplement besoin de vivre et besoin de mieux gagner leur vie en tant que telles. Et je comprends la difficulté qui se posait à des pays comme l'Inde, à des pays comme la Chine, comme l'Afrique du Sud, comme le Mexique, en termes de développement, et à des pays immensément pauvres à qui on ne pouvait décemment pas demander la même chose que ce qu'on demande à l'Italie, à la France ou à l'Allemagne. Et donc cette différenciation, c'est-à-dire les efforts, nous les portons d'abord nous-mêmes, société, économie occidentale, et nous aidons les nations pauvres à faire leur part du chemin, me paraît représentatif de ce que sont aujourd'hui les déséquilibres économiques et sociaux dans le monde. Nous avons parlé de 2100, mais l'enjeu est énorme, on veut procéder par étapes. Pour atteindre les objectifs de la COP21, on devrait baisser les émissions mondiales de 40 à 70% d'ici à 2050. C'est quand même très ambitieux, n'est-ce pas? C'est ambitieux, c'est ambitieux. Est-ce possible? Sincèrement, moi je le crois. Je le crois parce que, peut-être par le passé qui est le mien dans le monde de l'industrie, j'ai l'absolue conviction que l'économie de marché en tant que telle et la recherche-développement sur la longueur génèrent ces ruptures technologiques qui permettent de passer à une autre ère, d'avoir des activités industrielles moins polluantes.
moins génératrice de gaz à effet de serre, sans pour autant que nous nous engagions dans un système de décroissance qui, de mon point de vue, serait mortifère pour à la fois l'effort de lutte contre le réchauffement climatique et même pour la stabilité de nos pays, puisque c'est pas en ayant moins qu'on vit mieux, mais c'est en ayant plus, en le partageant mieux. Penchons-nous encore une fois sur le texte. On ne parle pas tout à fait ouvertement de la décarbonisation, mais on dit, et on veut parvenir, je cite, à un déséquilibre des émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par le puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié du siècle. C'est trop compliqué ou c'est le fruit d'un compromis? C'est complètement le fruit d'un compromis et ça se traduit sans doute pas très bien d'ailleurs dans certaines langues, parce que j'imagine que ce texte a d'abord été écrit en anglais. Il faudra déchiffrer le jargon. Ça veut dire, entre autres, ça fait allusion à ces endroits qui sont critiques pour la lutte contre le réchauffement climatique, que sont la forêt et les océans. Qui est-ce qui a élaboré ou participé à cet accord? Chaque équipe de négociation des 196 parties, c'est-à-dire 195 États, et l'Union européenne, sous la présidence française de la COP21, en l'occurrence physiquement de Laurent Fabius, assisté de l'ambassadrice à la lutte contre le réchauffement climatique, qui est Laurence Toubiana, des secrétaires d'État travaillant autour de Laurent Fabius, notamment Brigitte Girardin, et pour ce qui est de la partie française, Ségolène Royal comme ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Alors, le rôle de la diplomatie française est considérable, là. Elle a une grande partie. Il y a un rôle important, je ne voudrais pas donner l'impression d'être complètement dans le cocorico, mais beaucoup dépend à la fois de la résilience de celui qui préside ou celle qui préside, et aussi de son intelligence tactique en négociation. Il se trouve que Laurent Fabius a convaincu le président Hollande que dans ces grands messes climatiques qui se produisent tout de même tous les ans depuis longtemps, 21e COP, n'oublions pas, il était préférable que parlent au début de la COP les chefs d'État plutôt qu'à la fin de la COP, parce que c'est à la fin, dans les dernières heures, que ça se joue. Et si vous amenez les 4/5 des chefs d'État et de gouvernement de la planète à passer les uns après les autres à la tribune pendant 4 minutes, c'est autant de temps perdu pour, dans un dernier rush, aller chercher le deal. Et je pense que c'était très fort de Laurent Fabius, de la même manière que c'était fort de Laurent Fabius de mettre autour de la table les partis les plus éloignés des positions communes, plutôt que d'aller chercher un dénominateur commun entre ceux qui étaient déjà plus ou moins sur la même position. Si vous mettez et les plus gros pollueurs et les plus grands défenseurs de la lutte contre le réchauffement climatique autour de la table, vous constatez vite si vous allez à l'échec ou s'il y a une volonté politique de se rapprocher. Et je pense que le grand talent de Fabius a été de sentir ça et de le faire. Qui va contrôler si les États respectent cet accord de Bourget? Laurent Fabius a souligné l'accord est contraignant. Nous l'avons déjà dit, mais les 5 ans, quel rôle ont les 5 ans? Qui va contrôler? Je vous dirais qu'à la fois chaque État contrôle les autres. Parce que chaque État est tellement soucieux de ce qu'on lui demande beaucoup à lui, qu'il va le regarder si les autres appliquent aussi bien que lui, afin de pouvoir éventuellement se défendre en disant pourquoi vous me demandez tant si les autres ne font pas ce à quoi ils se sont engagés. Il y a déjà ça. Mais plus fondamentalement, pour moi, le contrôle, il est dans la société civile. Vous avez vu à Paris, il y avait des dizaines, voire des centaines d'organisations non gouvernementales représentées par plusieurs personnes chacune et qui sont autant d'observateurs attentifs, exigeants, parfois rudes, des engagements ou des manquements des États. Et ce sont elles qui sont les vigies démocratiques de l'application seront les vigies démocratiques de l'application de l'accord de Paris. Moi je crois de plus en plus, à mesure que j'avance dans le mandat parlementaire, au pouvoir de la société civile et à sa capacité de faire changer les choses, parce qu'elle met le doigt là où ça fait mal, là où la honte éventuellement peut tomber sur un État, son gouvernement, peut-être aussi son Parlement. Elle est suffisamment présente pour exercer des pressions sur nous-mêmes, parlementaires, que moi je considère comme positives, et nous forcer à réagir lorsque cette société estime que nous ne sommes pas à la hauteur. Monsieur le député, pour conclure, j'aimerais bien savoir quelles sont les prochaines étapes. Il y a une ratification à l'Assemblée, n'est-ce pas? Il y aura une ratification par le Parlement français, par l'Assemblée nationale bien sûr, mais aussi par le Sénat. Je l'espère rapidement.
parce que l'urgence est là, et aussi parce que la France, présidant la COP pour encore 1 an, puisque la présidence française démarrait à la conférence et s'achèvera fin d'automne 2016, lorsque la COP sera organisée au Maroc, il faut que nous saisissions ce momentum pour réaliser notre processus de ratification. Et je me fais un devoir comme député ayant suivi depuis longtemps, depuis le début de ma vie parlementaire et comme citoyen depuis un peu plus longtemps que ma vie parlementaire, tout ce processus. J'en suis à mon 4e rapport sur le climat, 1 sur l'amendement au protocole de Kyoto, 1 sur les immunités et les privilèges de la COP21, 2 sur le budget de Madame Royal, mais qui m'ont permis de travailler sur le réchauffement climatique. J'aimerais pouvoir imaginer collaborer ou peut-être même écrire le rapport de ratification de la COP21 et de l'accord de Paris. Merci, monsieur le député. Je vous remercie de vos explications. Merci bien. Beaucoup.